En difficulté, je dirais pas en difficulté, parce que vos chiffres cachent une chose, c'est que le pavillon français s'est quand même développé pendant ces 15 ans. Il s'est développé 10%. Il n'a pas stagné, il n'a pas régressé en quantité de passagers transportés. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les autres compagnies en transportaient plus que le pavillon français, d'où une croissance de 43-45% pendant 15 ans du trafic aérien en France et de 10% du trafic du pavillon français. Donc c'est juste une croissance moins forte. Ça, c'est le premier point que l'on peut noter. Donc ce n'est pas une difficulté. Et il faut peut-être noter aussi que la grosse partie de la croissance du transport aérien mondial est faite par les low cost. Et que dans ce sujet-là, Air France, la France est certainement en retard. Nous n'arriverons pas à développer des transporteurs low cost capables de porter la concurrence à l'étranger, alors que les transporteurs low cost étrangers arrivent très fortement en France. Regardez les Anglais, regardez les Espagnols, regardez les Allemands en Italie. Tout le monde arrive à exporter son low cost et les Français n'arrivent pas à le faire. Donc on se fait à la fois manger le marché et on n'est pas capable d'aller manger le marché des autres. Lucien Lisnard, un commentaire sur... Oui, moi je pense que le phénomène low cost est quand même... je sais bien que les compagnies françaises ont tendance à taper dessus, mais il ne faut pas oublier que grâce au low cost historique, des passagers qui n'étaient pas habitués à prendre l'avion le prennent aujourd'hui massivement. Autrement dit, je pense que les low cost en Europe ont été créateurs de valeur en donnant l'accès à l'avion à des gens qui n'y avaient pas auparavant. Ça a par ailleurs généré de l'achat massif d'avions pour transporter ces passagers supplémentaires. Autrement dit, je pense que c'est quand même une vraie valeur ajoutée, même s'il est vrai que le pavillon français n'a pas su profiter de cette aubaine. Gérard Felzer, vous voulez réagir? Oui, là, c'est ma casquette ancien président du comité régional du tourisme Île-de-France. On reste la première destination mondiale. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on augmente chaque année, sauf l'année dernière avec les attentats. Mais en tous les cas, rien que pour l'Île-de-France, 37 millions de voyageurs, dont la moitié en tourisme d'affaires. Et donc, c'est assez rageant d'ailleurs de voir qu'il y a une augmentation d'un côté et notre pourcentage de transport par avion qui baisse par rapport aux autres. Enfin, elle ne baisse pas dans l'absolu, mais par rapport aux autres. Et donc, c'est un tout. Le tourisme en Île-de-France, c'est 500 000 emplois. Si on augmentait de 10% le trafic, notamment aérien, puisqu'il y en a la moitié qui sont en trafic aérien, eh bien, on augmenterait d'autant les emplois. Donc c'est une richesse sur laquelle il faut s'appuyer. Le tourisme est quelque chose qui est une industrie et qui n'a pas été considérée aujourd'hui comme une industrie. Pas tout à fait encore. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il n'y a pas, semble-t-il, de consensus des populations au développement du transport aérien. Je m'explique. Pour développer le transport aérien, il faut des aéroports. Et les aéroports, c'est bruyant, c'est soi-disant polluant. Et on a bloqué en France artificiellement certains aéroports, en particulier l'aéroport d'Orly, pour des questions qui, pour moi, me semblent un petit peu curieuses. Je vais prendre ma casquette écolo, excuse-moi. Hein, j'étais élu écolo, donc ça ne s'invente pas. Je ne me suis pas représenté d'ailleurs. Mais c'est une réalité malgré tout. Alors même si on dit qu'entre 2 et 3% l'aviation est responsable de ces bruits, je mettrai la casquette de l'autre côté en disant qu'un TGV qui traverse la France, ça emmerde beaucoup plus de personnes. Mais pour trouver une réponse à ça, il n'y en a pas 36. On ne va pas pouvoir augmenter le nombre des avions à l'infini. Tu as complètement raison. Peut-être qu'on pourrait augmenter les capacités des avions. Faire un Paris-Marseille ou un Paris-Nice en 380, c'est pas complètement idiot avec 840 passagers à bord. Il y a une vingtaine de taxes et de redevances. C'est un chiffre de 45 milliards à peu près prélevés sur le transport aérien français. C'est pour, je pense, Air France KLM, pour Air France, c'est 20% des prix de revient à peu près du compte d'exploitation, ce qui est énorme. C'est en augmentation sur 15 ans beaucoup plus rapidement que l'inflation, parce que sur 15 ans, je crois qu'elle est de 22-23%. Le trafic aérien, on en a parlé, il a augmenté de 45%. Et les taxes
sûreté notamment, ont augmenté en 15 ans de 500%. Il y a des taxes qui sont normales, qui fonctionnent, des redevances, qui payent l'infrastructure, etc. Puis il y a des taxes régaliennes, comme on en a parlé au début du débat, des taxes de sûreté. Je crois que la France est une des pays qui est le seul à faire peser le poids de la sûreté uniquement sur les clients du transport aérien, donc sur les clients des passagers, ce qui est énorme. Et quand on est basé en France, bien évidemment, c'est une double peine puisqu'on revient en France systématiquement. Donc des taxes, des redevances nombreuses. Je pense qu'aussi c'est un des rares budgets, le budget de la sûreté, encore une fois, qui augmente, mais les conseilleurs ou ceux qui décident le budget ne sont pas ceux qui contrôlent le budget, donc ils peuvent continuer à prendre des décisions indéfinies. Lorsque Là j'étais pour commandant ça, de bord, je m'occupais beaucoup de la pollution des avions au sol. Je me dis, tiens, on roule au moteur, on roule avec un truc, c'est comme si on roulait avec une Fiat 500 et un moteur de Rolls-Royce. Et que, vous le savez, il y a certains pilotes ou spécialistes dans la salle, arrivé au bout de piste au moteur, on a déjà bouffé entre 200 et 1500 litres. Et donc, j'ai fait un petit calcul. Au global, ça fait 300 000 tonnes de CO2. Et 300 000 tonnes de CO2, c'est le périphérique autour de Paris. Donc, c'est beaucoup. Donc, je suis en train de travailler, mais je ne suis pas le seul, sur un taxi-bot, mais ça, c'est déjà les Israéliens et les Allemands qui le font, mais sur un autre, avec Carwatt, un tracteur qui amènerait en automatique et électrique alimenté par l'APU de l'avion et qui reviendrait tout seul avec ses batteries. On ferait économiser considérablement. Ça fait 4% à peu près de consommation sur les trajets en moyenne, ce qui est considérable. Et ça pourrait mettre un petit peu de nouvelles technologies, et puis pour le bien de tous. Gérard, qui pourrait décider de l'emploi de cette système? Alors, ce sont les aéroports et les compagnies aériennes qui décideraient qu'elles y trouveraient un avantage puisqu'il va y avoir à partir de 2021, je vous rappelle, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais sûrement, à l'OSCI a été signée une taxe supplémentaire pour le coup sur le carbone que devront assumer toutes les compagnies du monde. Il y a 85 qui ont signé, 85%, pardon. Et à partir de là, ça peut être quelque chose qui viendrait compenser et pourrait être transféré sur ce quota de carbone que payent les compagnies aériennes. Donc au bout du compte, ça peut être rentable pour elles. Est-ce qu'Aéroport de Paris s'intéresse à l'affaire? Je ne connais pas encore le directeur, mais il est peut-être dans la salle, le directeur du développement durable à Pierre l'Aéroport de dit oui. Paris, mais on va lui en parler. Non, Mais juste pour revenir sur le prix du carbone et le prix du pétrole, qui nous a aidé grandement ces dernières années, je pense que le prix de l'environnement, enfin le prix du carbone, sera une de données très importante. On voit bien d'ailleurs Boeing et Airbus reprendre leurs études pour prévoir cela et diminuer la consommation par tous les moyens. Alors, si on prend un autre exemple et qu'on fait une comparaison entre le ferroviaire et l'aérien, n'y a-t-il pas là une distorsion de la concurrence? Puisque finalement, le ferroviaire gère lui-même ses gares. Ce n'est pas le cas des aéroports. Donc, n'y a-t-il pas une problématique à ce niveau-là ou une distorsion de la concurrence? Alors, il s'est posé le problème avec la SNCF, puisqu'il s'est créé RFF pour ça, Réseau Ferré de France, et finalement, les infrastructures sont revenues à SNCF, qui a fait SNCF Réseau. Donc, c'est vrai que quand tout est étatique, c'est peut-être plus facile quelquesfois, parce qu'entre Aéroport de Paris, État et Air France, à l'époque, État, on pouvait s'arranger entre petits amis. Mais vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, il y a longtemps déjà, moi je l'ai connu, le prix du billet était discuté au sein de la DGAC. Les compagnies aériennes ne pouvaient même pas avoir le loisir, françaises en tous les cas, avoir le loisir de faire leur tarification elles-mêmes. On était loin du yield. Mais tu as raison, il y a peut-être à éclaircir ce que doit donner ou pas. Est-ce que Aéroport de Paris, qui est rentable, que je sache, il puisse y avoir, au lieu d'aller au budget général de l'État, il aille en diminution du transport aérien concernant les passagers, peut-être. Et c'est un débat à poser aux candidats, c'est le moment. Est-ce qu'on peut, à ce stade-là, parler quand même des liaisons entre la ville et l'aéroport et du fameux CDG Express, qui devait être en place depuis 15 ans et qu'on attendra encore peut-être jusqu'aux Jeux Olympiques 2024, si tout va bien. Il semble tout à fait anormal. À vrai dire,
Si le transport aérien français a quelques difficultés, parce qu'il opère essentiellement sur le territoire français, c'est parce que les pouvoirs publics français, les gouvernements français en particulier, ne jouent pas leur rôle régalien. S'ils jouaient leur rôle régalien, il y a belle lurette qu'on aurait mis d'accord la SNCF, la RATP et Aéroports de Paris pour créer une liaison ferrée convenable entre Paris et les aéroports. Songez quand même que Orly a été créé en 1960 et qu'il y a une gare à l'intérieur d'Orly Sud et que jamais la SNCF a relié Paris à Orly Sud. On s'arrête à Pont-Rungis 2 kilomètres avant pour prendre un train. C'est complètement anormal. Et, vraiment, le rôle des pouvoirs publics est complètement inefficace. Ça veut dire pour vous qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'accessibilité aux aéroports? Oh, c'est pas un vrai problème, c'est une honte. Où tu disais que le pavillon français avait reculé de 60%, si j'ai bien compris, à 47%. C'est un peu Ce sont les chiffres qui sont... C'est quelque part aussi l'effet de l'ouverture des frontières, c'est un peu le libre-échange aussi qui a fait ça. Qu'en pensez-vous, messieurs? Non, mais c'est ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure, c'est l'arrivée des low-cost, Ryanair, EasyJet, ça va se poursuivre d'ailleurs. Elles ont un effet positif sur l'augmentation du trafic aérien. Ce que tu disais, Lucien, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de l'induction au départ, parce qu'elles se mettent sur des lignes à fort trafic et elles les augmentent. Elles font voyager les gens plus fréquemment ou des gens qui ne prenaient pas l'avion. Donc ça a un effet positif sur le trafic aérien. C'est pour ça que le trafic est passé de quand même de 100 millions à 100 millions en 2000 à 144 millions, 143 millions en 2015. Donc 43 millions de plus. Le transport aérien en a bénéficié aussi, puisqu'il a augmenté quand même de 10%, pas négatif. Ça va continuer en Europe, puisqu'on le voit bien dans les derniers articles, l'activité norvégienne qui va baser bientôt un avion en France. Vous avez IAG qui fait une low cost bientôt à Barcelone. Vous avez Air France qui lance Boost. Vous avez des initiatives. En France, vous avez French Blue, vous avez XL, enfin, etc. Donc ça veut dire que le monde est en mouvement. Ça va continuer à se faire. Et là-dessus, il y a une distorsion de concurrence qui est une première explication qui est certainement plus forte pour moi que les taxes ou les redevances dont on parlait avant. C'est les charges sociales, notamment sur les navigants. Les navigants sont utilisés par les compagnies aériennes. C'est des salaires élevés. Et en France, on a les charges sociales les plus élevées. Et quand vous venez baser des avions en France, il n'y a que peu de temps, et encore cette réglementation demande à être pas détournée, puisqu'il y a des procès en cours avec Ryanair, vous détournez les travailleurs aériens, c'est-à-dire c'est du détournement de travail, puisque vous basez des salaires avec des charges inférieures en France. Et donc là, il y a un problème de compétitivité, pas à l'international, sur le territoire français. Ouais, sauf à vouloir fermer les frontières, on n'empêchera pas les gens de se déplacer. Puis, bien sûr, il y a des programmes politiques qui visent à fermer les frontières, mais enfin, ce n'est pas vraiment ce qui est souhaité. Ça veut dire que dans ce cas-là, on n'empêchera pas les Polonais de venir travailler sur le territoire français et on n'empêchera pas, j'espère, toutes les compagnies du monde de pouvoir venir sur le territoire français. Mais que chacun prenne ses responsabilités. Que les gouvernements français, si on pense que pour défendre le pavillon français, il faut baisser les charges sociales des salariés du transport aérien, eh ben, il faut le faire. Ça dépend ce qu'on va faire. Il y a des questions d'arbitrage, il faut quand même les prendre. Or, on ne veut pas toucher à ça, on ne veut pas les prendre. Eh ben, il ne faut pas se plaindre après. On parlait d'harmonisation à l'échelle européenne. Quelles sont les autres solutions qui sont envisageables ou nécessaires? Jean-Louis, Lionel. Non, mais l'harmonisation européenne, évidemment, et on veut tous, comme le disait De Gaulle, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais il faudra beaucoup de temps, énormément de temps. Il va falloir, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, alors que tout le monde doit s'y mettre pour faire ça. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Le transport aérien français peut mourir, hein. Il n'y a aucun problème. Qu'on continue comme ça, qu'on continue à lui taper dessus sur le plan des taxes, qu'on continue à ne pas lui donner les moyens d'infrastructure pour se développer, et on va être sûr du résultat. Ça, c'est pour le coup, on va être sûr. Donc, que chacun, encore une fois, prenne ses responsabilités, que les gouvernements les prennent. Alors, Jean-Louis, tu penses que le gouvernement ou les politiques aujourd'hui en France ne sont pas suffisamment courageux? Je pense qu'ils n'aiment pas le transport aérien. Tout bêtement.
Et je pense qu'ils veulent privilégier, pour des raisons démagogiques, les classes sociales populaires, comme on appelle. Alors que les classes sociales populaires sont les premières à monter dans les avions. Hein. Mais les gouvernements veulent privilégier cela. Et donc, le transport aérien est mal vu. Il est mal vu. Si le transport aérien était bien vu, quand même, il y aurait eu une autre mobilisation pour avoir que les infrastructures que nous avons à Paris seraient quand même autres s'il était prioritaire. Il ne l'est absolument pas. Et quand je dis pas prioritaire, il est loin de là. Gérard, parmi les solutions envisagées ou envisageables, nécessaires. D'abord, le constat, c'est que comment lutter contre des compagnies du Golfe, hein, quand les mêmes personnels gèrent l'aéroport avec des taxes qui ne sont pas les mêmes. J'ai vu Antinori il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je lui ai dit, écoute, si tu me files les clés du camion, je serais capable de diriger ta compagnie aussi, quoi, parce que tu payes les avions moins chers, le pétrole moins cher, les taxes aéroportuaires moins chères, et les salaires, tu n'as pas de taxes. Donc, effectivement, on a une concurrence déloyale, et sur laquelle il va falloir lutter. Gérard, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Encore une fois, que chacun prenne ses responsabilités. Il y avait à Dubaï une ville qui était au milieu du désert. Il n'y avait rien. Et il y a des gouvernants qui ont dit nous allons en faire une place mondiale. Pour cela, nous allons utiliser le transport aérien. Et moi, le cheikh Al Maktoum, je vous ferai l'aéroport que vous voulez avec la compagnie que vous voulez. Il l'a fait. Si Dubaï marche et si les compagnies du Golfe marchent, c'est parce qu'elles disposent des infrastructures qui vont bien. C'est pas tellement parce qu'elles sont plus ou moins chères, c'est parce qu'elles ont le meilleur produit. Il faut quand même bien comprendre ça. Donc, lorsqu'on aura un produit équivalent, les gens viendront aussi facilement à Paris qu'à Dubaï pour être en transit sur New York. Lucien, une dernière question avant qu'on passe aux questions. Oui, j'ai une dernière question à vous poser, messieurs. Alors, optimiste ou pessimiste pour le pavillon français ? Moi, je suis de nature optimiste. D'abord, on a, du point de vue des machines, on a une compagnie européenne, merci l'Europe encore une fois, avec Airbus qui sort des avions qui sont de plus en plus économiques, de plus en plus performants, de moins en moins bruyants. L'Europe, c'est important, c'est 500 millions d'habitants, c'est un trafic énorme et il faut déjà pouvoir se mettre d'accord entre nous. C'est pas en fermant les frontières, en tous les cas, qu'on va y arriver. Et là, moi, je suis plutôt optimiste. Ça progresse. Il faut mettre un peu de pression. On est tous là, convaincus, passionnés, pour y mettre la pression, une pression politique. On en reste sur cette notion d'optimisme ou vous avez quelque chose à... Non, moi, je suis optimiste comme Gérard parce que d'abord, la France est très bien placée géographiquement en Europe. Elle est bien mieux placée que la Grande-Bretagne ou que l'Espagne. Donc, elle a une position géographique en or, on peut dire. Deuxièmement, il y a un savoir-faire énorme, donc avec un peu de politique des transports en interne, un peu plus, on va dire, intelligente, en faisant travailler le train et l'avion ensemble, ça serait peut-être une bonne chose. Vous n'avez pas répondu à la question de tout à l'heure, optimiste ou pas, en un mot. Oui.